Alors bonjour, merci pour votre invitation. Donc je vais effectivement intervenir sur le thème donc de la séance 3 de cette université populaire, Daesh, émergence et propagande. Alors l'émergence, je ne vais pas véritablement revenir dessus parce que je l'ai fait à de nombreuses reprises, y compris ici à l'IREMO. Les vidéos d'ailleurs sont disponibles sur Internet si vous voulez les visionner. On était intervenu 2 fois avec mon collègue Pierre-Jean Luizard sur la question de la crise irakienne et des racines de l'État islamique dans le contexte irakien. Donc je vous invite à les visionner si cela vous intéresse. Dans ce contexte, je vais plutôt effectivement parler de mon prochain ouvrage qui sortira le 17 mai et que j'ai consacré à la question du discours de l'État islamique. Donc j'ai travaillé pendant un peu plus d'1 an sur l'analyse des contenus du corpus djihadiste et des contenus de propagande. Donc essentiellement écrit. J'ai fait aussi un travail évidemment sur les médias. C'est moins le cœur de mon travail, mais j'ai tout de même travaillé aussi sur la propagande audiovisuelle. Mais essentiellement, le travail s'est fait, et je reviendrai sur la méthodologie, donc pendant plusieurs mois sur les contenus écrits. Donc je vais en parler, je vais faire une courte présentation des corpus à partir desquels j'ai travaillé. L'idée étant, au-delà de l'analyse du discours, évidemment de penser ce discours, cet énoncé djihadiste, au regard de l'action qu'il a suscité et qu'il continuera de susciter, parce que cet ouvrage aussi s'inscrit dans un contexte particulier. Il y a eu énormément de littérature, d'ouvrages publiés sur l'État islamique. Vous avez sans doute suivi les débats très vifs qui ont eu lieu en France autour de la question djihadiste, évidemment après les attentats, tout d'abord de janvier 2015, ensuite les attentats du 13 novembre. On a eu un déchaînement de passion assez naturellement autour de ces questions, la radicalisation, la déradicalisation, les causes de l'engagement djihadiste, du passage à la violence, avec, on le sait aujourd'hui encore, des centaines de Français qui se trouvent dans la zone syro-irakienne. Certains sont revenus, d'autres y restent. Mais au-delà du Moyen-Orient, de la situation au Moyen-Orient et sur d'autres théâtres, Libye, Égypte, etc., on assiste tout de même à une rémanence de cette idéologie. Les djihadistes n'ont pas dit leur dernier mot. Si vous suivez un peu l'actualité en France, mais pas seulement en France, on peut élargir au contexte européen et au contexte mondial. Il y a des attentats, des tentatives d'attentats déjoués quasiment toutes les semaines par les services de renseignement, les services de sécurité en France. Donc au-delà du récit de la fin de l'État islamique, avec évidemment sur le terrain irakien la mise en déroute du groupe à Mossoul, à Raqqa, avec les opérations qui se préparent, mais au-delà de ça, ça c'est un récit si vous voulez. Au-delà de ça, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a une résilience de la rhétorique, de l'énoncé. La propagande continue de couler sur Internet. Et d'ailleurs, ce à quoi on assiste de manière très claire, c'est la consolidation des efforts de propagande, de diffusion d'expression, notamment sur Internet, en contrepartie de leur revers militaire. Donc il n'y a pas du tout, ce n'est pas un groupe qui a dit son dernier mot. Alors on entend souvent qu'au revers militaire, les djihadistes vont répondre par des attaques accrues en Europe, aux États-Unis, dans les sociétés occidentales. Dans l'absolu, ne perdons pas de vue que et je vais revenir là-dessus dans cette présentation, les objectifs n'ont pas fondamentalement changé. Qu'il y ait des réorientations stratégiques au gré des événements, des faits, parce que ce sont tout de même des acteurs qui, effectivement, agissent, se mobilisent dans un environnement, dans des circonstances déterminées. Mais du point de vue de l'idéologie, c'est vraiment cet aspect que je vais creuser aujourd'hui. Il y a une continuité d'objectifs, d'intentions, partiellement façonnés par les événements et la manière dont les acteurs y répondent, mais vraiment l'idée c'est aussi au-delà du cas de l'État islamique, de s'interroger sur l'idéologie djihadiste de manière plus large et de voir en quoi il y a cette continuité et ce que ça prépare pour l'avenir. Alors, l'ouvrage, vous le verrez, donc s'appuie sur ces corpus que je vais présenter dans un instant. J'ai voulu
commencer autour de la question de la zone grise, parce que alors, je ne sais pas si vous aviez suivi, certains médias s'étaient emparés de la question à un moment en 2015, après les attentats, mais il y a eu quand même un numéro, alors je vais revenir sur les publications, vous les présenter, mais leur revue digitale en anglais, qui a été longtemps leur revue phare, DABIC, qui a été remplacée depuis. Je reviendrai sur ces aspects après. Mais en 2015, ils publient dans donc un numéro de cette revue en anglais un essai qui a fait couler beaucoup d'encre, enfin dans la presse anglophone, qui a été abordé par certains médias français et qui est très importante. C'est la question de l'extinction de la zone grise. Donc ils publient cela en février. Donc quelques semaines après les attentats qui ont frappé la France. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, je l'explique dans l'ouvrage, vous le verrez, la couverture du numéro montre 2 fidèles musulmans qui, par solidarité pour les victimes des attentats, portent des écriteaux disant « Je suis Charlie ». Et pour eux, cette représentation est le symbole de ce qu'ils appellent la zone grise. Alors la zone grise étant, je vais revenir aussi sur cet aspect, j'en parle brièvement, c'est repris à l'écrivain italien Primo Levi, qui avait utilisé cette expression dans le cadre de sa réflexion sur l'univers concentrationnaire. Donc ils vont reprendre cette expression, la subvertir, et par zone grise, ils renvoient à l'idée de duplicité, d'hypocrisie qui finalement caractérise nos sociétés où coexistent des musulmans et non-musulmans, dans leur vision très caricaturale des choses. Et pour eux, ces musulmans donc, qu'ils représentent sur la couverture, je vous invite à regarder la couverture de cette revue, eh bien, ils représentent ce que je disais, l'hypocrisie, la duplicité, le fait que finalement, les vendus, les musulmans qui, à leurs yeux, se sont vendus finalement aux sociétés occidentales, non musulmanes, qui font le jeu de la coalition, des actions des pays membres de la coalition contre les musulmans. Et l'État islamique annonce donc qu'il va éteindre la zone grise, c'est-à-dire détruire cette zone de coexistence entre musulmans et non-musulmans, donc qui correspond à nos sociétés, qui correspond au premier plan à un pays comme la France. Bon. Alors c'est intéressant, pourquoi ? Parce qu'il faut bien comprendre que, comme je viens de le dire, l'expression de zone grise, tout d'abord, est reprise et travestie par le groupe, donc il y a quand même un détournement de l'expression qui originellement a été celle de Primo Levi. Mais au-delà de ça, c'est une construction mentale. C'est-à-dire que la zone grise, telle qu'elle est exposée par l'État islamique dans ce numéro, de sa principale revue de propagande à l'époque, c'est une construction. L'idée finalement qu'il y a une zone grise où vivraient, coexisteraient des musulmans et des non-musulmans et que ça en fait une zone grise, que cette coexistence est forcément grise, c'est une construction. Alors voilà le point de départ de ma réflexion, ça m'a interpellée parce que je me suis dit ça renvoie à quelque chose de profond, non seulement du point de vue de l'idéologie djihadiste, mais aussi du point de vue de l'époque dans laquelle on vit, parce que, comme vous le verrez, cet ouvrage aussi, il essaie de replacer l'État islamique, l'énoncé, dans le contexte plus large de notre époque. Il y a quand même aussi une réflexion sur l'étape à travers laquelle ce groupe se développe. Pourquoi ? Parce qu'on l'a bien vu, on a vu les profils différents qui ont été happés par l'État islamique. On n'est plus seulement sur des logiques de militantisme traditionnel, comme on a pu le connaître à une autre époque. Là, on est quand même dans des logiques globales, très hybrides. Et ça, c'est très intéressant aussi pour la suite de mon propos. Mais voilà le point de départ de ma réflexion. Donc, je me suis interrogée sur la zone grise. Et puis surtout, c'est à partir de cette zone grise, quand je parle de prélude du récit djihadiste ou de l'énoncé, de la narration du monde que va proposer ce groupe, c'est très important. Pourquoi ? Parce que c'est à partir de cette idée de zone grise que l'État islamique se développe, en fait. Développe son récit, sa propagande, sa vision de lui-même, sa vision de l'autre. Alors c'est quelque chose de très important. Les dynamiques d'altérisation, de construction de soi face à l'autre, j'en parle énormément. J'ai beaucoup travaillé sur à partir de sources théoriques de la littérature sur les phénomènes d'altérisation. En anglais, il y a énormément de choses. Le fameux processus de othering
rendre l'autre étranger. Et toute la vision de l'État islamique, si vous voulez, pour résumer, est une vision binaire du monde. Alors voilà, je pars de la zone grise, la construction fantasmée d'une zone grise, et à partir de là, les dualités, les binarités qui structurent tout le discours. Et alors, bon, ça peut paraître un peu comme cela. Il y a certains collègues qui m'ont demandé « mais qu'est-ce que ça te dit pour toi en quoi c'est important ?» Mais je pense que c'est important parce que ça en dit long aussi sur, encore une fois, l'époque que l'on vit. Je me suis aussi beaucoup interrogée sur la question de la modernité, de l'hypermodernité, en partant des travaux notamment sur la question de la modernité radicalisée, la modernité liquide, la manière dont tout cela, dans un contexte de globalisation culturelle, identitaire, politique, influe sur les représentations de soi. Donc je ne vais pas tout vous dire, vous regarderez l'ouvrage, mais je crois que personnellement c'est l'approche que j'ai retenue face aux travaux qui ont été déjà conduits, parce que l'idée c'est aussi d'apporter un peu au débat, évidemment. J'ai décidé de travailler sur l'énoncé. Je pense que la force de ce groupe, et ça le restera, c'est l'énoncé qu'il porte, qu'il articule. Ça m'a poussé évidemment aussi à m'interroger sur les dispositifs qui ont été mis en place en France de lutte contre le djihadisme. Et je crois qu'au-delà du tout sécuritaire et du tout militaire, c'est la conclusion de l'ouvrage, et après je rentre dans le cœur du sujet, je crois qu'il faudra travailler sur ces questions d'idéologie, au-delà d'ailleurs des politiques qui ont déjà été mises en œuvre, parce que cet énoncé, en fait, reste ce qui mobilise, et ce qui continuera de mobiliser. Alors, quand je parlais de continuité, je reviens quand même un peu sur les attentats de 2001. Il faut savoir que cette vision caricaturale du monde que propose l'État islamique, elle n'est pas nouvelle, parce que dans ce même magazine est cité Oussama Ben Laden, qui, en fait, dès 1998, dans une fatwa, va déclarer le djihad aux croisés. Alors ça, c'est très important, parce que l'idée d'un djihad global contre les croisés, c'est Ben Laden en 1998, qui déclare, qui est un des architectes du djihad dit global, porté à l'ennemi lointain, mais qui, dès 1998, donc, va faire cette déclaration, qui reste très, très, très importante pour l'État islamique, qui structure quand même aux origines l'idéologie de ce groupe, qui d'ailleurs rend hommage régulièrement à Ben Laden dans ses publications. Il le nomme le Cher, c'est quand même une figure pour eux qui est très importante. Et donc dès 1998, Ben Laden fait cette déclaration en opposant djihad et croisade. Je vais revenir sur cet aspect. En 2001, Bush répondra en qualifiant la fameuse guerre contre la terreur, War on Terror, de croisade. Alors, ce qui est intéressant à l'époque, si vous reprenez cet épisode, c'est que les médias un certain nombre de médias américains qui s'opposent à la réaction qui est celle du président Bush, qui y voit une folie, l'idée d'aller envahir l'Afghanistan, d'aller envahir l'Irak. Déjà à l'époque, il faut quand même savoir qu'une partie de la société américaine, notamment les universitaires américains, vont y voir une folie et le début du fiasco, malheureusement qu'on continue de vivre encore aujourd'hui en 2017. Mais en réalité, la déclaration de Bush, elle s'inscrit dans un contexte. Un contexte qui, si on fait justice à l'histoire, est tracé en réalité dès 1998 dans cette fatwa de Ben Laden qui déclare la guerre à l'Amérique. Alors bon, on ne va pas retracer, ça a déjà été refait, les origines de la mouvance djihadiste, la question afghane, etc. Je ne reviens pas là-dessus parce que ce n'est pas le cœur du sujet aujourd'hui, mais on a cette altérisation qui se fait. Et le contexte géopolitique de l'après-11 septembre va polariser les représentations. Aujourd'hui, on vit encore, si vous voulez, dans ce moment de grande polarisation des représentations réciproques. Mais ça remonte à 2001 et, comme je disais, 1998. Alors, le message que l'État islamique réitère, et qui est déjà celui à l'époque qui est véhiculé par Ben Laden et ses acolytes, c'est le suivant: le monde est scindé en deux camps, totalement irréconciliable. Donc d'un côté, le camp de l'islam, qui
aujourd'hui donc est doté du califat. C'est bien pour cela que l'État islamique se présente comme à l'avant-garde de la mouvance djihadiste, parce qu'il considère avoir réalisé la promesse du califat qui était déjà annoncée par les prédécesseurs. Donc le califat, l'État islamique le réalise en 2014, enfin prétend le réaliser, donc traçant la continuité avec ce qu'avait déjà déclaré Ben Laden auparavant et d'autres évidemment idéologues très importants. Et de l'autre côté, le camp de la mécréance qui est donc assimilé à une croisade. Alors ça, c'est des termes très importants parce que comme vous le verrez si vous vous procurez l'ouvrage, de quoi on parle ? Les croisés, la croisade, la mécréance, l'Occident, etc. Bon, je ne vais pas tout dire aujourd'hui, je n'ai pas le temps, mais l'idée, c'est de m'interroger sur ce discours. Entre ces deux camps, aucune zone intermédiaire. Donc ça, c'est très important quand même. L'islam étant fondamentalement, donc, aux yeux des djihadistes, opposé au reste du monde, le reste du monde étant les croisés. Donc, et d'ailleurs, si vous voyez pour les arabisants, sur cela, donc l'image que j'ai retenue pour l'ouvrage, n'est pas anodine, ils annoncent leur victoire face à la coalition croisée mondiale, ou coalition mondiale des croisés, peu importe la traduction. Bon. Donc on est vraiment dans cette vision, et ils y croient. Ce n'est pas simplement, si vous voulez, il faut les prendre au sérieux. C'est bien pour ça aussi que j'ai choisi ce terme, cette expression pour le titre, prise au mot, parce que on a tout de même besoin de prendre tout cela au sérieux pour pouvoir le déconstruire. Là, c'est une forme de réponse de ma part au débat qu'on a aussi eu beaucoup en France sur la folie des djihadistes, leur irrationalité. On peut tout à fait être fou ou irrationnel, tout en étant très rationnel dans les intentions qui sont les leurs. Alors ça, évidemment, ça fait aussi l'objet de nombreux débats, mais je pense qu'il faut pouvoir quand même introduire un peu de sérieux pour parler de cette idéologie. Cette division du monde et la négation de la zone grise, elle est quand même très importante parce que c'est elle qui va fixer ce qu'on a appelé radicalité. Alors ça, c'est pareil, radicalisation, déradicalisation, radicaliser, etc. Le radical, il est dans l'énoncé, en fait. Je pense qu'on a accordé trop d'importance aux individus, à chercher à quel moment ils s'étaient radicalisés, à quel moment la Wesh Boulel à Nice a commencé à se radicaliser. Alors, il y a eu toute une... Je ne sais pas si vous vous souvenez de la couverture médiatique à l'époque. Radicalisation express, radicalisation immédiate. Enfin, on a eu toutes les déclinaisons, mais en réalité, si on prend un peu de recul, ce n'est pas les individus qui, à un moment ou à un autre, se sont radicalisés. C'est l'énoncé radical qui s'est présenté à eux et qui réussit à les mobiliser. Donc moi, là aussi, je m'inscris en quelque sorte un peu en porte-à-faux avec les approches conventionnelles parce que je ne pense pas qu'il faut s'intéresser aux individus. Alors, on peut évidemment tracer les parcours, à quel moment ils ont accès à cette rhétorique, à quel moment ils décident de passer à l'acte, dans quelles circonstances par ailleurs, parce qu'évidemment, il y a un énoncé militant, mais il y a un individu qui le reçoit. Il y a l'énoncé, la réception par l'individu. Donc tout le monde n'est pas sensible à cette rhétorique de la même manière, évidemment, sinon tout le monde passerait à l'acte. Heureusement qu'on n'est pas tous sensibles de la même manière, mais je trouve quand même qu'on n'a pas assez travaillé sur cela, parce que la fixation, ce que j'appelle la fixation radicale, elle est vraiment au niveau de la rhétorique. Pas d'espace de compromis, pas de zone intermédiaire. Donc qu'est-ce qui se passe pour celui qui reçoit cet énoncé avec les circonstances qui sont les siennes? C'est pareil. Moi, encore une fois, là, l'idée pour moi, c'est pas de parler des origines ethniques ou des circonstances familiales de tel ou tel individu qui est passé à l'acte. L'idée, c'est de m'intéresser à ce qu'ils disent. Il s'avère que face à cet énoncé, et dans la logique de mobilisation individuelle ou collective, il n'y a pas de compromis, donc on est finalement porté à choisir son camp. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec un certain nombre d'individus qui sont passés à l'acte. Et c'est bien pour ça aussi que je vous dis que ça ne m'intéresse pas spécifiquement, en tout cas dans cet exercice, d'aller chercher si, excusez-moi, Mohamed Lawesh Boulel dansait la salsa ou avait des maîtresses ou buvait de l'alcool, etc. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est Lawesh Boulel confronté à
cet énoncé. Et cet énoncé, la fixation radicale qu'il porte, comme je l'ai dit, est ce qui, à mon avis, pousse à choisir son camp et à passer à l'acte, puisqu'il n'y a pas d'autre solution. En tout cas, c'est pas, si vous voulez, la zone grise, elle est complètement niée, pas de zone intermédiaire, donc le basculement s'opère, à mon avis, dans l'exposition à ce récit. Donc une logique, comme je l'ai dit, très manichéenne, hein, je ne vais pas revenir sur cela, j'ai déjà explicité, mais vraiment l'idée de vous êtes avec nous, vous êtes avec eux. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est la reprise en l'inversant de l'ancienne qui était celle de Bush lorsqu'il déclare justement la guerre contre la terreur et qu'il dit vous êtes avec les terroristes ou avec nous. C'est exactement la même formule du côté de l'État islamique qui va dire quoi ? Exactement la même chose, vous êtes avec les terroristes ou avec nous. Parce que, par ailleurs, nous sommes les terroristes pour l'État islamique. Hein, ça, c'est très important aussi. Hein, quand il parle des gouvernants occidentaux, quand il parle des sociétés occidentales, nous sommes les terroristes. Donc, ils reprennent exactement la formule de l'ennemi en se l'appropriant. Alors, ça, c'est fondamental pour aussi comprendre, si vous voulez, le développement de cette propagande et ce qu'il véhicule. Ça a un impact, par exemple, vous le verrez dans l'ouvrage, sur la question du bien et du mal. Parce que ça, c'est pareil, on a beaucoup parlé du bien et du mal, qui est bon, qui est mauvais. On se renvoie la balle de tous les côtés. On a aussi beaucoup parlé, évidemment, de l'action française au Moyen-Orient, l'action militaire, la question des bombardements, qui le renvoie à la face du monde. Hein. Donc la question du bien, du mal, du pur, de l'impur, où se trouve la frontière, qui est qui bon, encore une fois, je vais parler de 3 oppositions aujourd'hui. Hein. Je ne peux pas parler de tout, mais vous le verrez, c'est quand même assez intéressant. Conséquence de quoi l'objectif des djihadistes est de supprimer la zone grise. Supprimer la zone grise, eh bien, c'est la violence, hein, l'ultra-violence. Supprimer la zone grise, c'est nous supprimer, vous et moi. Mais indirectement, ils se suppriment eux-mêmes. Hein, d'ailleurs, je vous renvoie à un article très brillant qui avait été écrit par un collègue. Tuer les autres pour se tuer soi-même. C'est publié dans Orient 21 de Peter Harling, que j'avais trouvé vraiment brillant. Totalement non conventionnel à l'époque du 13 novembre. Hein, évidemment, c'était pas forcément un discours qu'on était prêt à entendre, mais quelque part, cette identité dont ils se réclament, elle est tellement factice, et je vais revenir là-dessus, qu'ils se sont tués eux-mêmes le 13 novembre. Donc sur la méthode, comme je vous l'ai dit, hein, je vais revenir, hein, je vais présenter rapidement le corpus. Bon, il y a eu très peu de travaux en français, c'est aussi ce qui m'a poussée à m'intéresser à cette question. Il y en a beaucoup plus en anglais, hein, mais en français, bon, il y a les travaux que je signale quand même parce qu'ils sont excellents, de la sociologue libanaise Hasna Hussein, qui fait tout un travail, vous trouverez je la cite dans l'introduction, son travail sur Internet, elle a un carnet, hein, où elle fait toute une analyse du discours djihadiste excellentissime, vraiment je vous le conseille. Les travaux aussi de mon ancien collègue à Sciences Po, Hassim Al-Difraoui, qui travaille beaucoup sur les médias, la propagande de l'image. Et puis on a eu d'autres travaux sur Al-Qaïda, notamment à l'époque d'Al-Qaïda, mais ça reste quand même assez marginal dans la littérature francophone. C'est aussi pour ça que je pensais que ça pourrait être un apport intéressant. Voilà, alors passons au corpus. Je passe un peu là-dessus, parce que sinon je vais être trop longue. Alors les binarités, vous les verrez, hein, donc il y en a 20. Hein. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Orient-Occident, civilisation, barbarie et djihad et croisade. J'en ai choisi 3 pour vous donner un peu une idée de la manière dont j'ai fait les choses. Alors les corpus, très rapidement. Le corpus, bon... C'est pas exhaustif, enfin ça recense quand même la plupart des contenus que j'ai étudiés. Donc les contenus, vous avez les contenus traditionnels entre guillemets, c'est quand même largement en arabe, hein, essentiellement.
Donc on a des stations de radio, par exemple Al Bayan, qui est une station donc à Mossoul qui diffuse un certain nombre de programmes, alors qui le fait en arabe maintenant, en kurde aussi, en anglais, en français, en russe. Bon, il y a eu extension des contenus maintenant multilingues. On a par exemple, alors ça c'est intéressant, Al Furqan, c'est beaucoup plus traditionnel, c'était le média d'origine de l'État islamique d'Irak. Donc en fait, moi j'ai commencé à travailler sur l'État islamique d'Irak en 2006 à partir de ce qui était publié par cette branche médiatique qui a été maintenue, elle a été un peu, si vous voulez, dépassée depuis, mais enfin, ça reste quand même c'est un peu l'historique du groupe. Donc, c'est quand même important. Il y a beaucoup de déclarations qui étaient déjà faites en 2006, dans les années 2006-2007, les premières années de l'État islamique, qui sont reprises. Voilà, bon. Donc, vous en avez un certain nombre. Alors, évidemment, au niveau de l'écrit, alors, vous avez maintenant la fameuse agence de presse non officielle, AMAC, qui relaie un certain nombre de contenus. Ce n'est pas l'agence de presse officielle de l'État islamique, mais c'est une vitrine qui relaie un certain nombre de contenus. Alors, le magazine qui tend à s'imposer aujourd'hui, qui est le plus exhaustif, c'est An-Naba, les nouvelles en arabe. Donc ça, c'est ça tend à devenir pour le public arabophone vraiment la référence. Au niveau des opérations militaires, des actes de guerre, des intentions, des communiqués, enfin les interviews, grands entretiens avec les leaders du groupe, les émirs, etc. Et ce à quoi on a, nous, accès, je dirais beaucoup plus simplement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai quand même aussi beaucoup plus travaillé sur ces 3 magazines, parce que je voulais m'assurer qu'un public francophone puisse y avoir accès au-delà du livre, parce que vous verrez, j'ai quand même essayé de référencer autant que je le pouvais pour qu'ensuite, dans un second temps, ceux qui voudraient aller plus loin puissent trouver les contenus dans les magazines. Alors, on a Dabiq, que j'ai cité, qui est donc le magazine anglophone, qui a été remplacé par Rumiyah donc, en septembre 2016. Et en français, pendant longtemps, ils ont publié Dar al-Islam. Aujourd'hui, ils sont tous passés sur Rumiyah, qui est publié en plusieurs langues. Mais Dar al-Islam est très important, en tout cas pour un public francophone, parce que c'est vraiment dans ce magazine que tout a été revendiqué, qu'ils ont exposé les motifs de leurs attaques contre la France, depuis Charlie Hebdo jusqu'au 13 novembre et jusqu'aux attaques les plus récentes. Donc voilà ce à partir de quoi j'ai travaillé. Donc beaucoup d'analyses sur les supports, le corpus écrit, les supports écrits, mais aussi évidemment les vidéos, les enregistrements, etc. Parce qu'ils ils font des vidéos quasiment tous les jours. Ils publient des vidéos du terrain ou des vidéos de propagande quasiment tous les jours. Alors, vraiment, c'est un corpus énorme. Et c'est bien pour cela que je disais qu'il faut aller au-delà de ce que les médias nous racontent, nous présentent en ce moment, qui consiste à dire qu'on en a fini de l'État islamique. Là, ils sont en pleine consolidation de l'effort de propagande. Et l'effort de propagande n'est pas résiduel. C'est l'effort de propagande, c'est cet énoncé, c'est cette propagande qui continue de mobiliser et qui continue de faire qu'un certain nombre décident d'aller au djihad. C'est pas, si vous voulez, c'est pour ça que je dis que c'est trop facile de dire oui, bon, alors voilà, ils ont décidé d'attaquer la France ou l'Allemagne ou parce qu'ils sont complètement fous. Non, ils lisent ces 2 contenus. Ils les lisent et ils sont convaincus. Donc c'est bien qu'il y a un travail à faire sur l'analyse de texte. C'est parce que c'est trop facile, si vous voulez, c'est comme les terroristes de janvier 2015 en France. Ils lisaient, on a retrouvé quand même un certain nombre d'écrits chez eux qui prouvent que c'était pas des écervelés. Donc je crois qu'il faut vraiment maintenant, si on veut avoir, en tout cas, et au moment où on entre dans une nouvelle phase de notre histoire politique, il faut maintenant prendre les choses à bras-le-corps au-delà du bricolage qu'on a fait jusque-là et s'intéresser beaucoup plus à cette propagande. Qu'est-ce qu'on peut opposer véritablement comme récit face à ce qu'eux proposent et qui est quand même beaucoup plus articulé, coordonné malheureusement, que les réponses que les gouvernements ont développées. Alors, donc je vais parler de trois oppositions qui sont que vous retrouverez dans l'ouvrage.
La première étant, voilà, excusez-moi, c'est parce que j'ai imprimé mes pages, c'est chaotique. Donc j'espère que je vais m'y retrouver. Bon, sinon je vais suivre mes slides, mais enfin, ouais, là c'est bon, ça va dans tous les sens. Je vais me déplacer. Pour la caméra, ça va, hein, ça gêne pas. Alors, première opposition, donc Occident-Orient. Alors, je pars à chaque fois, vous le verrez hein, dans l'ouvrage, d'une citation, et puis j'essaie à partir de là, évidemment, de déconstruire le discours. Donc, qu'est-ce qu'ils disent, et puis la réfutation, l'exercice de réfutation, en partant donc de ce qu'ils proposent. Alors, donc Dabiq numéro 12. Il y a ce passage très intéressant, donc à partir duquel je suis partie pour traiter la question de l'opposition classique, hein, parce que c'est très classique entre Orient et Occident. L'étrangeté est une condition à laquelle le musulman vivant en Occident ne peut échapper. Il se trouve ainsi dans une lutte constante. Je me suis sentie immédiatement différent parmi les gens du Levant, je n'étais plus un étranger. Alors ça, c'est le témoignage d'un moudjahid, hein, d'un combattant de l'État islamique, qui raconte sa trajectoire. Donc musulman, hein, issu d'une société européenne, qui décide de faire sa hijra, hein, la fameuse émigration vers le califat, parce qu'il se sentait étranger. Alors là, je reviens sur le point que j'ai développé en introduction, quand je vous ai dit qu'il y avait polarisation des représentations et que le contexte géopolitique mondial a quand même aussi largement influé, en plus des circonstances locales, nationales, hein, et de la question de la gestion de la multiculturalité, je vais y arriver, en Europe, la place de l'islam, etc. Enfin, les débats qui ont cours depuis maintenant un certain nombre d'années, voire plusieurs décennies. Le contexte de l'après-11 septembre, pour moi, quand même, a énormément joué dans l'expansion de l'énoncé djihadiste et le fait que cet énoncé djihadiste qui était autrefois limité, confiné à certains cercles, hein, comme je l'ai dit, militants plutôt traditionnels, a réussi à aujourd'hui dépasser le cadre de la marginalité pour devenir un message qui parle à énormément de gens et notamment de jeunes. Alors ça, c'est très intéressant parce que donc à partir de là, l'opposition évidemment de l'État islamique entre Orient et Occident se voit renforcée. C'est bien aussi pour ça que je dis qu'il y a quand même un dialogue entre ce que les idéologues proposent et la manière dont ils interprètent de manière idéologique et militante la réalité des gens qu'ils ont mobilisés, qu'ils ont recrutés. Alors dans ce sentiment d'étrangeté, l'État islamique trouve un élément très intéressant pour justifier sa propagande. Un musulman qui se sent étranger dans sa société d'origine, en l'occurrence européenne, c'est du pain béni pour un courant djihadiste qui, par ailleurs, de manière antérieure, de toute façon, est convaincu et a construit une opposition radicale. Donc évidemment, le discours est très simple, mais de toute façon, tu n'es pas seulement étranger, tu n'as jamais été autre chose qu'un musulman. Et ta place naturelle est au califat. Alors le califat, d'ailleurs, ça aussi, vous verrez, j'en parle, c'est très intéressant parce que il y a une confusion qui est claire entre califat et Orient dans leur discours. Alors que si on prend la tradition, alors vous verrez, je travaille aussi quand même beaucoup sur les sources théologiques. Je ne suis pas théologienne, mais j'ai quand même fait un effort de discussion aussi des notions religieuses, parce que c'est quand même important. De quoi on parle? Qu'est-ce que le califat? La territorialisation du califat, la transposition d'une notion traditionnelle de l'islam dans le cadre de la construction Orient-Occident, qui est une construction moderne, c'est une idéologie. Parce que les musulmans, traditionnellement, avant l'entrée dans la modernité, ne se sont pas pensés de cette manière. Ne se sont pas pensés en opposition à l'Occident. Mais parce que ça, si vous voulez, on est tellement imprégné, c'est bien aussi pour ça que je commence par là, par cette binarité qu'on ne sait même plus ce qu'était finalement notre histoire sur le plan traditionnel. Mais c'est très intéressant parce qu'ils ont réussi à vendre à beaucoup l'idée, à beaucoup de musulmans, qui par ailleurs étaient en situation de crise, hein, quel que soit le facteur de la crise, en l'occurrence. Ils ont réussi à vendre à beaucoup de ces jeunes qui n'avaient plus leur place dans un pays, par exemple, comme la France. Alors,
C'est bien pour ça que je parle de fixation radicale et de séduction du message binaire, parce qu'à partir du moment où un groupe propose à un musulman qui par ailleurs ne se sent pas chez soi ou à l'aise ou en situation de crise ou de rejet ou de stigmatisation, c'est pas vraiment le propos ici de l'ouvrage. À partir du moment où il trouve ce discours, cette promesse d'identité solide, de nouvelle identité radicalement construite, claire, hein, eh bien, voilà comment un certain nombre sont partis. Donc la reconstruction de soi, la reconstruction radicale du soi, en opposition à quelque chose qui était flottant, qui était incertain, où on n'était pas à l'aise. Bon. Donc processus d'altérisation, et puis surtout, donc vraiment, ça c'est tout à fait ancien, rien de nouveau, la reprise du fameux nous contre eux, Orient contre Occident, radicalisé là, dans le message de l'État islamique, mais qui n'est pas propre à l'État islamique, parce que en réalité, originellement, la construction de l'Orient, c'est l'Europe. Pour se penser comme Occident, c'est l'Europe, les puissances impériales européennes, à travers évidemment le processus de colonisation, qui vont se penser comme Occident. Alors il y a des débats sur cela, mais la notion d'Occident moderne, elle s'est construite en Europe. D'ailleurs, ça a un lien direct avec notre relecture des croisades. La manière dont ils lisent les croisades est en fait très occidentale et très très propre à la transmission, les modalités de transmission des croisades, de la mémoire des croisades des Européens vers les musulmans. À l'époque moderne, je parle du 19e siècle ici, ça je vais y revenir. Donc, représentation binaire, construction de l'ennemi, auto-orientalisme. Alors, quelques éléments, si j'arrive à faire le tri dans mes documents. Alors, excusez-moi, parce que, comme je l'ai dit, bon, je vais le faire sans, c'est pas grave. Alors, la représentation binaire, j'en ai déjà parlé. Pour accélérer un peu, c'est à partir de cette opposition radicale nous contre eux, j'ai quelques images pour illustrer, que si vous voulez, l'ennemi, la notion d'ennemi, d'autre prend sens. Alors l'ennemi, en l'occurrence, autre concept dont je discute, c'est le mécréant, c'est l'apostat, c'est l'hypocrite, c'est le renégat, c'est tout ce qui n'est pas eux. Cette construction de l'ennemi radical, elle justifie toutes les violences. Et c'est bien pour cela qu'ils n'ont pas de remords de tuer. À partir du moment où l'autre est radicalement construit et renvoyé à cette altérité, le processus de déshumanisation, il est très rapide. Mais ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. C'est exactement le témoignage que vous donne d'anciens détenus de Guantanamo, la déshumanisation. Parce que le détenu est renvoyé à cette altérité radicale. Il n'y a plus aucune proximité, si vous voulez. Donc tout est permis, les dérives, etc. Bon, on a connu ça bien avant le contexte actuel. Mais c'est tout de même très important. Alors ça a un lien direct avec leur vision de Rome, par exemple. Rome devient la capitale de l'Occident. Avec des transpositions entre les périodes historiques qui sont très intéressantes, parce que Rome n'a jamais été la capitale de l'Occident, au sens moderne du terme. Rome était la capitale d'un empire qui ne se définissait pas comme occidental. Après, on peut en discuter, etc. Mais il transpose, si vous voulez, les époques. Il brouille, les époques sont brouillées. Bon, mais ça, c'est quand même important parce qu'il y a vraiment cette idée de conquête de l'Occident, donc qui les renvoie eux-mêmes à cette identité orientale radicalisée. Alors, c'est bien pour cela que je parle d'auto-orientalisme. Mais là, je vais vous montrer quelques photos. J'aborde par exemple le cas des convertis et des combattants d'origine européenne ou américaine qui sont partis combattre. Bon, alors ça c'est très intéressant de voir la manière dont ils se sont auto-orientalisés en fait.
en adoptant ce qu'ils pensaient être les caractéristiques ou les attributs du combattant musulman par excellence. Tout cela étant très propre à l'orientalisme en réalité, la construction du musulman, l'État islamique paradoxalement, ça j'en parle, vient conforter des clichés, des stéréotypes orientalistes sur le musulman. Le musulman arriéré, le musulman ultra-violent, le musulman intolérant, le musulman... Il s'auto-orientalise. Alors, il y a tout un passage là-dessus, si ça vous intéresse. Bon, évidemment, avec des références aux travaux d'Édouard Saïd, l'orientalisme, 78, mais une réflexion aussi sur ce que j'appelle l'occidentalisme. J'avais publié une tribune dans Libération. Donc la construction aussi de cet Occident fantasmé par l'État islamique. Il suffit de vivre en France. Vous vivez en France. Et de faire l'expérience du réel pour bien voir que cet Occident ou cette France dont il parle ne correspond pas à ce que nous vivons, à ce que vous vivez au jour le jour en France, l'expérience du réel. On est complètement dans des constructions, mais ce n'est pas, si vous voulez, secondaire. C'est ce qui fait qu'il y a mobilisation, ralliement à un discours, ralliement à une vision du monde et passage à l'acte. Quelques photos. Comment survivre en Occident? How to survive in the West. Voilà. Voilà une image qui résume la vision, là pour le coup occidentaliste et non plus, enfin orientaliste sur eux-mêmes, oui, mais occidentaliste. Donc le musulman, alors là évidemment le musulman est représenté comme moudjahid. Le musulman ne peut pas être autre chose aussi qu'un moudjahid, ça c'est très intéressant. Ça aussi, ça conforte un certain nombre de stéréotypes. Donc le musulman ne pourrait rien être d'autre qu'un combattant. Il ne se représente que comme cela. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il rejette beaucoup les savants de l'islam. Les savants, les intellectuels, alors qu'en réalité, si vous regardez la tradition musulmane, c'est beaucoup plus cela que la mise en avant du combattant. Il y a évidemment dans la tradition islamique énormément sur la question du djihad, du combat, de la lutte pour le domaine de l'islam, pour les fidèles, mais il y a un surinvestissement par ce groupe militant de la figure du moudjahid, qui ne correspond pas en fait réellement à la tradition. Alors vous voyez, bon, comment survivre en Occident? Donc c'est vraiment l'idée que le musulman ne peut pas vivre, il doit survivre. Quel est l'impact de cela? C'est évidemment aussi de convaincre de jeunes musulmans qui n'ont pas leur place en Occident, qui n'ont pas leur place en France, que c'est que de la survie. Alors pourquoi c'est important? Parce que, donc imaginez-vous, enfin j'essaie quand même d'un peu, parce que je sais que je pars un peu dans ma théorie, donc je l'illustre un peu, mais imaginez-vous un jeune, donc encore une fois, bon, qui par ailleurs a un certain nombre de soucis ou de problèmes avec lui-même, ou de frustration, de déception, peu importe. Les circonstances, tout ça, ça a été traité, retraité. Mais donc voilà ce qu'on lui présente, voilà ce qu'il a face à lui, maintenant aussi à l'heure des nouvelles technologies, de l'Internet. Il a ça face à lui, c'est assez séduisant finalement de se dire je peux être ce musulman et puis finalement, est-ce que je ne suis pas manipulée? Est-ce que j'ai vraiment ma place en France? Voilà ce qu'on me propose, d'être un guerrier. Je me sens un peu minable, je m'ennuie, je joue à la PlayStation, peu importe le... Bon. Ou alors, bon, j'ai été... voilà, on ne m'accepte pas, ou je me sens pas tout à fait à ma place pour X ou Y raison. Après, on est dans les perceptions. Moi, je ne veux pas me mettre à la place des gens. Chacun sa perception. Bon, c'est évident que ça joue un rôle. Les discriminations, la ségrégation, le stigmate va évidemment pousser le stigmatisé à s'intéresser de près à cet énoncé. Ça va de soi, c'est naturel. C'est assez séduisant, il faut reconnaître quand même. Pour un ado de 15 ans, 16 ans, même un adulte qui est en phase de crise, peu importe encore une fois les raisons, c'est assez séduisant, il faut bien l'admettre. C'est bien pour ça qu'il y a eu autant de départs. Donc là, c'est Roumiya, leur magazine de propagande, donc, qui a remplacé Dabiq et Dar al-Islam. Donc voilà, ça c'est l'ancien porte-parole du groupe qui a été tué dans un raid américain en août 2016. Abu Mohamed al-Adnani, qui est une figure du djihad irakien. Eh bien, voilà, Rome, la conquête de Rome, les armées
de l'État islamique qui iront conquérir Rome. Mais c'est très intéressant parce que là, on est vraiment sur différents niveaux. Donc on a Rome présentée comme la supposée capitale de l'Occident. Ça, c'est tout à fait construit sur le plan idéologique. Rome n'a jamais été la capitale de l'Occident. Et on a donc ces moudjahidines qui aiment à se présenter, encore une fois, comme des guerriers venus d'un passé lointain. Ça, ils jouent aussi beaucoup là-dessus. Alors ça, c'est ce que j'appelle l'exotisme. En fait, l'État islamique a aussi repris l'exotisme, l'orientalisme, l'exotisme. Oh, mais finalement, tout cela est très exotique. Voilà. Alors voilà, le califat, c'est aussi la nature, l'Éden, une espèce de temps hors du temps, une époque hors du temps, où rien n'a flétri, rien n'a jamais été terni. Donc on a, au milieu des scènes d'ultra-violence, des scènes hédonistes, voilà, de représentation d'une nature parfaite, merveilleuse, l'Éden, le paradis. Donc voilà ce qu'on trouve. Voilà, ils sont très attachés aux fleurs. On a des photos de paysages magnifiques. Mais tout cela, c'est vraiment l'idée, voilà, d'un califat, le califat parfait, le califat hors du temps, donc précisément construit, reconstruit, mythifié, qui n'a jamais existé. C'est bien pour ça que j'insiste sur ces aspects. Alors ça aussi, la figure du lion, j'en parle, c'est très intéressant parce que le lion serait donc le lion, c'est les lions du califat. On a aussi la déclinaison pour les enfants, les lionceaux du califat. Alors ça, c'est sur les réseaux. Vous voyez, Jérusalem Next Stop, donc ils vont prendre Jérusalem. Donc ça, c'est l'aspect croisade. Alors c'est très intéressant parce qu'on a la figure du lion, donc c'est le guerrier. Supposé, je vais dire quelques mots, le guerrier, la figure de l'héroïsme. Ensuite, on a quand même cette phrase The next Khilafah will rise very soon. Bon, là, on est sur limite un titre de grosse production américaine. Alors, juste quand même en reparlant un peu de la tradition, la figure du lion n'est pas propre à la tradition islamique, c'est propre à la poésie arabe pré-islamique. C'est pas propre d'ailleurs non plus seulement à la tradition arabe ou musulmane. La figure du lion, elle est aussi propre à l'Europe, à la tradition guerrière dans les sociétés non musulmanes. Donc c'est pas du tout, si vous voulez, ça aussi c'est une forme d'auto-orientalisation. C'est une relecture en tout cas de la figure du lion. Bon, ça j'en parle si ça vous intéresse aussi. Alors, juste une chose quand même sur le lion, c'est aussi ce qui fait qu'il y a pas mal de jeunes filles qui tombent amoureuses parce qu'évidemment, le moudjahid, c'est le lion, c'est le héros, c'est la masculinité, c'est l'héroïsme, etc. Ça, c'est quand même... Ça joue. Alors, deuxième opposition, civilisation et barbarie. Bon, ça, évidemment, ça découle de la dualité Occident-Orient. Alors, un extrait... Si un moudjahid tue un seul homme avec un couteau, alors il s'agit du meurtre d'un innocent, barbare d'un innocent. Mais si des Américains tuent des familles musulmanes par milliers partout dans le monde en lançant des tirs de missiles, ce ne sont que de simples dommages collatéraux. Bon, voilà, ils jouent beaucoup là-dessus. Donc en gros, alors voilà, nos morts, vos morts, nos morts, tout ça n'a pas le même prix. Nos morts, dommages collatéraux, vos morts, victimes. Bon, ils jouent beaucoup là-dessus. Ça, c'est quand même des choses qu'ils disent. Donc, il faut quand même s'y intéresser parce que... Et puis, alors, sur les réseaux sociaux, sur Internet, si vous voulez, la construction de ce discours, c'est les photos des civils tués au Moyen-Orient. Et quoi qu'on en dise, ça aussi, ça a eu un impact sur les processus de recrutement et de basculement violent. Donc, il y a un prolongement de l'opposition Occident-Orient à travers civilisation, barbarie ou sauvagerie. Ça aussi, c'est très important parce que ça a été le fondement d'un certain nombre d'idéologies, le fondement aussi des systèmes de domination, d'exploitation, notamment pendant la colonisation. Tout ça, quand même, est très récent. La construction du barbare, la construction du sauvage. Je vous invite d'ailleurs à vous reprendre Lévi-Strauss sur ces questions, sur la question tracée à l'époque moderne entre civilisé et barbare. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de l'État islamique, c'est que l'État islamique va jouer à la fois et volontairement le rôle du barbare
Et alors ça, c'est important, parce que du barbare et du civilisé. Alors, civilisé, donc, c'est quand même l'idée de dire, voilà, bon, le combattant, le combattant d'État islamique est supérieur dans ses valeurs, dans sa religiosité, dans un certain nombre de choses à l'occidental, pour reprendre l'opposition que j'ai tracée auparavant. Mais ce qui est très intéressant, c'est la manière dont l'ultra-violence du groupe, les décapitations, les films de propagande, les abominations qui sont montrées dans les productions, c'est aussi une réponse à la barbarisation du musulman par le reste du monde. Donc c'est quand même aussi une manière de dire, vous vouliez nous faire de nous des barbares, on va l'être. Et on va l'être dans la surenchère, parce qu'en fait, il y a vraiment surenchère d'une vidéo à l'autre. Ils vont toujours plus loin. C'est pas seulement... Il y a des débats là-dessus. Là, on est quand même dans la réponse, si vous voulez, directe à la construction du musulman par l'extérieur. Donc l'État islamique va être à la fois ce barbare, et puis finalement aussi montrer qu'il peut être très civilisé. On est un peu sur les deux, dans les deux rôles. Et tout cela est pensé. Ça, c'est très important aussi, c'est stratégique. L'horreur que l'État islamique diffuse et montre au reste du monde obéit à des objectifs. Ils ne font pas des vidéos simplement pour se faire plaisir. Ça obéit à des objectifs, évidemment, terrifier l'ennemi, susciter la peur, dissuader. L'idée, en allant dans la surenchère et dans la barbarie, c'était évidemment aussi de dissuader la coalition, notamment des actions militaires conduites au Moyen-Orient, pas seulement, mais en partie, on ne peut pas le nier. Donc il y a un environnement, mais en même temps, il y a quand même aussi cet aspect soyons ce que vous vouliez que nous soyons. Parce que c'est vrai qu'on a quand même aussi beaucoup, si vous voulez, depuis le 11 septembre, la diabolisation du musulman, les processus aussi de représentation du musulman à l'extérieur ont joué dans la construction de l'État islamique. Alors, il y a ce fameux essai Administrer la sauvagerie, dans lequel l'État islamique annonce qu'il est là finalement aussi pour gérer la sauvagerie, la jahiliya en arabe, l'ignorance pré-islamique, mais transposée dans le lexique djihadiste, la jahiliya devient une sauvagerie. Donc c'est aux djihadistes de civiliser les sauvages. Les sauvages, c'est nous. Donc ils viennent purifier en tuant ceux qu'ils considèrent comme étant non musulmans. Ils purifient, ils viennent gérer, administrer la sauvagerie. Alors ça, c'est aussi intéressant dans l'opposition dont je parle aussi sur le colonial et décolonial, parce que tout en prétendant incarner une décolonisation de l'islam, lorsqu'il parle d'administration de la sauvagerie, on ne peut pas s'empêcher de penser aux politiques coloniales et à la gestion des indigènes, entre guillemets, par les anciens colonisateurs. Ça, c'est aussi important parce que ça renvoie aux travaux dans la période postcoloniale sur le legs de la colonisation et la perpétuation des pratiques coloniales par les anciens colonisés eux-mêmes. Et en réalité, alors que l'État islamique accuse le tarout, donc les tyrans, dans le lexique djihadiste, d'avoir finalement perpétué la tyrannie des anciens colonisateurs, lui aussi n'échappe pas à cette pratique, parce que quand même, administrer la sauvagerie, c'est pas n'importe quelle formule, ça vient pas de n'importe où, et c'est aussi pour cela que ça pose des questions sur, encore une fois, ce qu'ils prétendent et ce qui se passe réellement. Alors moi, je pose la question, est-ce que finalement, ils ne reprennent pas la notion de mission civilisatrice ? Ce qui montre aussi que, de manière, dans leur construction, ils sont très occidentaux. Ils reprennent exactement la catégorie qui était celle des Européens de civiliser le monde. Ils vont civiliser le monde, selon leurs critères, qui sont évidemment djihadistes. Mais ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a vraiment symétrie. Les djihadistes parlent au reste du monde et répondent, ont été construits tout de même dans un environnement. Ils ne sont pas autonomes, si vous voulez, dans le discursif, ça c'est clair. Et donc, je déconstruis dans une troisième partie. Alors, juste pour illustrer un peu mon propos, voilà, là, c'est quand même, si vous voulez,
Alors d'une part, c'est dire on peut être aussi barbare que vous, hein, la tenue de Guantanamo, la tunique orange, ça renvoie évidemment aux tortures, hein, à Guantanamo, dans les prisons américaines, c'est un symbole d'oppression. Là, l'idée, c'est de dire on peut l'être tout autant, hein. On peut être tout aussi cruel et barbare que vous l'avez été. Mais c'est intéressant parce que là, si vous voulez, bon, on a la tunique orange, mais enfin, le djihadiste tout en noir, cagoulé, etc., donc finalement dans le rôle du terroriste, hein, parfait, c'est pas non plus anodin, hein. C'est quand même, il y a une volonté, d'effrayer, de se mettre dans ce rôle. C'est bien pour ça que je vous dis qu'il joue sur les deux tableaux, hein. Il y a une vengeance, puis en même temps, bon, on assume, hein. De toute façon, on assume notre hyper-cruauté, pas de souci à ce niveau. Idem, hein. Vous voyez, le couteau, l'ultra-violence assumée. L'ultra-violence est la figure du barbare assumé, hein. C'est comme ça que je la présente. Donc là, c'est en Libye, hein. Alors, je ne vous montre pas le pire, évidemment. Bon, là, c'est pareil. Là, c'est des djihadistes français. Alors, vous voyez, quand je vous parlais d'auto-orientalisation, la reconstruction de soi à travers le djihad, vous voyez comment ils se représentent, hein. Hein, l'accoutrement, la manière de se présenter, le couteau, enfin, on a tous les stéréotypes finalement, hein, qui sont présents, hein. Bon, et puis alors évidemment les cages, hein, les prisonniers dans les cages en métal, certains ont été brûlés, d'autres noyés, etc. Je vous passe les détails. Mais on est dans cette surenchère. Mais c'est pas, ça obéit, hein, à un objectif, hein. C'est pas parce qu'un matin ils se sont levés, si vous voulez, en disant tiens, on n'a pas encore fait, on a envie de se faire plaisir, là on va être un peu plus sadique. Non, 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 non. Tout cela répond d'une stratégie de propagande qui vise à dire à l'autre, on va être aussi barbare qu'on doit l'être et on assumera ce rôle autant qu'on vous renverra à votre propre barbarie par, comme je l'ai dit, cette diffusion continue des images de victimes dans les bombardements, etc. Donc on a quand même, hein, encore une fois, c'est, comme je l'ai dit, l'idée de cet ouvrage, c'est de casser un peu cette vision manichéenne, hein, parce que c'est vrai que tout le monde se pose de grandes questions, mais l'État islamique s'est construit dans un environnement et façonne aussi en retour évidemment nos perceptions, hein. On a été en quelque sorte, on a été meurtri, mais on a été aussi un peu reconstruit psychologiquement, mentalement par ces événements, par ce à quoi ils nous renvoient, hein. Bon. Troisième opposition, puis après j'arrêterai pour qu'on ait un peu de temps pour les questions. La question du djihad et des croisades, ça c'est très intéressant. L'empereur, alors regardez, je parlais de transposition, hein, des époques, des séquences. L'empereur des Romains à notre époque, Bush, l'a annoncé à plusieurs reprises, c'est une guerre de croisade qu'ont donc les gens à mentir et démentir ce fait. Voilà. Donc Bush, président américain, devient l'empereur des Romains. Donc l'Amérique, c'est l'Empire, c'est la nouvelle Rome, en quelque sorte. Alors Rome, on ne sait pas. Enfin, est-ce que Rome d'ailleurs, c'est intéressant. Est-ce qu'il la situe en Italie, il la situe à Washington, est-ce que c'est Moscou aujourd'hui aussi, bon, donc c'est quelque chose qui devient finalement très très abstrait. Mais ça renvoie effectivement, hein, à ce que j'avais dit en introduction, aux déclarations de 98, donc la fatwa de Ben Laden qui annonce la croisade aux juifs et aux croisés. Vous la trouverez sur Internet, il y a le texte, 98, et George Bush qui va répondre en septembre en disant qu'il s'agit d'une croisade. Alors, ça, ils s'en servent. Si vous voulez, c'était un cadeau. Quand Bush a dit ça, il a fait un cadeau aux djihadistes merveilleux. Ils étaient ravis. Quand Donald Trump fait un Muslim ban, les salafistes djihadistes sont aux anges, hein, parce que là, c'est... voilà, il vient de faire ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il confirme notre discours, il confirme ce qu'on affirme depuis des décennies, que l'Occident, l'Amérique détestent l'islam, les musulmans, qu'ils n'ont plus leur place dans ces sociétés, qu'il faut donc rejoindre dans le califat. Ils sont ravis. Donc, dans la propagande, le groupe ne cesse d'évoquer la campagne croisée contre l'islam. Alors, c'est donc les Juifs, les Occidentaux, leurs alliés, les chiites, notamment au Moyen-Orient. Pas seulement, mais essentiellement.
En un temps record, donc les terroristes ont ancré une vision du monde binaire, caricaturale dans les esprits, ça je l'ai déjà dit. Et donc ils vont jusqu'à dire que Bush avait raison. Bush revient souvent dans leurs écrits. C'est Bush qui avait raison. C'était en fait un peu, en quelque sorte, le prophète de ce grand affrontement entre eux, entre guillemets, et nous aussi, entre guillemets. Alors, donc, Moudjahidine et croisés, ça c'est vraiment très important. On a les croisés d'un côté, les Moudjahidines de l'autre. Alors, vous verrez, je parle j'essaie de renvoyer, quand je parle d'approche moderniste, là, c'est vraiment l'idée de voir comment la lecture du djihad médiéval et la lecture des croisades médiévales à l'époque moderne structure ce discours. Parce que là, vous verrez, on est dans des dévoiements, des détournements, des réinventions de l'histoire qui sont très intéressantes, qui ne correspondent pas à ce qui s'est passé, qui ne correspondent pas non plus à la vision que les peuples en avaient à l'époque. Je vous donne un exemple. Lors des croisades, des premières croisades, les peuples du Moyen-Orient pensaient, pour beaucoup, qu'il s'agissait d'une prolongation des campagnes byzantines, mais à aucun moment ne percevaient les expéditionnaires chrétiens comme des croisés. Ils ne comprenaient d'autant moins que, à l'époque, cette région du monde ne se percevait pas comme périphérique, mais comme centrale. Donc pour eux, si vous voulez, c'était bon, ça a très mal tourné. On ne va pas faire une histoire des croisades. Ça a laissé de lourdes séquelles dans la mémoire collective, dans les imaginaires. Mais à l'époque, ces premiers expéditionnaires chrétiens, c'était, si vous voulez, des illuminés. Pour beaucoup des gens de la région, qu'est-ce qu'ils viennent faire, y compris d'ailleurs du côté des chrétiens, des communautés chrétiennes de la région qui les voyaient comme des qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils viennent faire. Mais alors là, c'est très intéressant parce que l'État islamique ne se sent pas du tout au centre du monde, puisqu'il est dans une volonté d'expansion et de conquête. Il se sent au contraire marginalisé, périphérique. Il y a vraiment cette idée de réaffirmation, ce qui n'était pas le cas à l'époque des populations de la région. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça que je parle de néo-médiévalisme. Là, je reprends les travaux d'un historien américain que je cite dans le livre, si ça vous intéresse d'aller plus loin. Donc il y a une néo-médiévalisation du discours. Ils se réclament de la tradition, mais en même temps, ils la reconstruisent. Ça, c'est important parce que leur argument, c'est, voilà, on cite Ibn Taymiyyah, on cite tous les grands théologiens musulmans pour, si vous voulez, asseoir des idées, des convictions, des obligations, dont celle du djihad, mais ils relisent intégralement les périodes historiques qui sont concernées. Ils sélectionnent de manière très stratégique ce qu'ils veulent bien citer et ce qu'ils ne citent pas. Et surtout, alors qu'ils sont modernes, ils essaient de se penser dans un contexte médiéval qui n'a plus aucun sens aujourd'hui. Parce que nous ne vivons pas, désolé, au Moyen-Âge. Donc on peut dire ce qu'on veut, si vous voulez. Leur argument, c'est l'intemporalité du message, mais le problème, il n'est pas là. Parce que ça, c'est vrai, on en a beaucoup parlé aussi. J'ai oublié de mentionner ce faux débat, la réforme de l'islam. Le problème, c'est pas la réforme de l'islam, le problème, c'est la réforme des esprits. Parce que quand quelqu'un pense vivre au Moyen-Âge alors qu'il n'y est pas, ça n'a aucun rapport avec le contenu d'un texte sacré. On est surtout sur des logiques de reconstruction historique où, pour justifier une vision de l'histoire et du moment présent comme du moment passé, on va aller piocher dans la tradition ou dans le Coran de quoi confirmer sa vision. Donc c'est pour ça aussi que quand on parle, si vous voulez, de réforme de l'islam, on va droit dans le mur, parce que le problème, il n'est pas là. Non, mais c'est vrai, le problème n'est pas là. Le problème, il est dans la manière dont ces gens se perçoivent un contexte et les confusions faites. Et encore une fois, je ne suis pas théologienne, je pense qu'il y a des gens qui en parleront beaucoup mieux que moi. Je ne vais pas outrepasser mon domaine de compétences, mais c'est quand même très intéressant. Je me suis quand même penchée sur ce qui mobilise. Les références théologiques qui sont apportées à la justification des actes, c'est toujours quand même après. Ça vient après. Ça vient après le déroulé de l'argument. Donc l'argument du djihadiste suivi d'une citation du Coran,
d'un extrait, d'un verset ou d'un extrait de la tradition pour justifier ce qu'il a lui-même tout de même avant, a priori, construit intellectuellement. Et pas l'inverse, parce qu'eux vont vous dire non, c'est l'injection, la prescription du cours. Non. C'est généralement quand même, si on s'intéresse vraiment au discours, ça vient après. Ça, c'est pas anodin, il faut le dire. Alors, voilà, donc là, on les voit, cavaliers de l'islam, soldats de l'islam, sur les chevaux. Alors, c'est intéressant parce qu'on a les chevaux qui côtoient les Toyota dernier cri. Vous vous souvenez, en 2014, lorsqu'on les voit. Alors, ça aussi, c'était très sensationnaliste, mais ils se sont mis en scène. Ils arrivent avec les Toyota, puis il y a les chevaux. Donc, vous voyez, les époques, voilà, on est à la fois la Toyota, la BM, et puis le cheval, 7e siècle, on refait les conquêtes. Ils réécrivent l'histoire aussi, ils rejouent l'histoire. Ah oui, ils sont convaincus qu'ils viennent, c'est les nouvelles conquêtes. Mais d'ailleurs, ça c'est aussi intéressant, la manière dont ils perçoivent les conquêtes musulmanes. Parce que l'expansion de l'islam, elle s'est pas faite du tout comme ils l'aperçoivent. Elle s'est pas faite que par le militaire, loin de là. Ça s'est pas fait que... Ça s'est fait, on peut pas nier qu'il y a eu du militaire, évidemment, un volet militaire important, mais réduire l'expansion de l'islam à des facteurs militaires, c'est complètement simplifier une histoire qui a été beaucoup plus complexe. Alors voilà, donc Khilafa, Jérusalem, le drapeau, et puis... Alors vous voyez, c'est très très moderne l'imagerie. Il n'y a rien de traditionnel en fait. Leur vision du califat, de Jérusalem, etc. Bon, et puis le côté très apocalyptique. Vous voyez, avec les scènes de feu, d'explosion. Ils ont une vision, évidemment, apocalyptique du monde. C'est la fin des temps. Enfin, pour eux. Alors, attendez. Parce que comme ça... Oui, voilà. Alors, ça, c'est le magazine anglophone. The Failed Crusade, la croisade échouée, manquée. Donc en gros, là c'est l'idée de dire, les croisés de toute façon d'avance perdues, et l'islam triomphera au niveau universel. Et autre image très importante, des soldats, donc les Crusaders, les croisés, qui vont donc affronter les armées de l'islam à Dabiq. Dabiq, c'est la ville, la ville, on ne peut pas vraiment parler de ville, le village, l'endroit en Syrie où supposément, selon une prophétie, les armées de l'islam affronteront les armées de la mécréance, donc les armées croisées. Alors voilà, il y a beaucoup de termes dont j'ai parlé, la mécréance aussi, j'en parle dans l'ouvrage, Jahiliya, l'ignorance, etc. La manière dont aussi des notions coraniques propres à la tradition sont réinterprétées par les djihadistes. La lecture des notions théologiques de l'islam par les djihadistes n'a souvent rien à voir avec le sens traditionnel des termes ou le sens religieux. Parce que si vous voulez, par exemple, quand ils parlent de Jahiliya, donc la période qui renvoie pré-islamique, avant la révélation, le contenu qu'ils y donnent, qu'ils y confèrent, notamment par exemple en faisant que la société moderne occidentale et la Jahiliya, c'est une construction. Si vous voulez, à l'époque du prophète, quand on parlait de Jahiliya, l'Occident, il n'y avait pas d'Occident mentalement, c'était pas une catégorie qui faisait sens, et j'en parle. Ce sont des modernes qui se réapproprient un langage théologique, politique, qui se réapproprient des traditions, mais qui les interprètent à leur manière pour, encore une fois, construire, justifier, légitimer une idéologie. Et je pense, je l'ai dit en introduction et je vais finir là-dessus parce que je ne veux pas être trop long, je pense que j'ai plus d'images. Non, je ne crois pas, c'était la dernière. Je crois qu'il faut maintenant, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé depuis 2 ans des politiques à mener, des actions à prendre, à mettre en œuvre. Vous avez tous suivi le barigot autour de la radicalisation, déradicalisation, les scandales, les oppositions, les querelles intestines aussi autour de cela. Même entre chercheurs, la violence des échanges, etc. Bon, très bien, c'était normal, je pense, dans le contexte
après les attentats. Mais si on veut vraiment passer à autre chose, je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui s'intéresser à ça, par exemple. Beaucoup plus sérieusement. Ça ne va pas, si vous voulez, signifier l'arrêt des opérations militaires en cours. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas des réformes au niveau du renseignement, des mesures de sécurité, etc. Ça, de toute façon, c'est au niveau français comme européen, on va devoir affronter des dynamiques sur le long terme. Mais cela étant, je crois que si on ne s'attaque pas à la propagande plus sérieusement et à la manière dont on y répond, cette idéologie ne va pas disparaître. Cette idéologie va continuer de mobiliser. Au-delà de Mossoul, au-delà de Raqqa, au-delà du fait que ce groupe sera mis en défaut ou enfin en difficulté sur le terrain. À chaque fois, je finis là-dessus, à chaque fois qu'un idéologue est tué, qu'un émir est tué, qu'un commandant est tué, il est immédiatement remplacé. Et les combattants vont continuer d'affluer. Et ils vont profiter aussi, il ne faut pas quand même se leurrer, de ces revers militaires et de l'accentuation de l'intensification des opérations militaires contre eux pour encore justifier leur discours en disant « Mais regardez, on vous l'avait dit, ils veulent éliminer l'islam et les musulmans. » Et cette guerre étant ce qu'elle est, à chaque civil tué, à chaque mosquée touchée par une frappe, tout cela rentre évidemment parfaitement dans le narratif qui est proposé. Et quoi qu'on en dise, tant qu'on n'a pas au niveau public et de manière plus large, parce que moi je vous parle en tant qu'universitaire, mais au-delà de mon cas et de ma présentation PowerPoint, si tout cela ne fait pas son entrée dans le domaine public, je pourrais faire ma présentation PowerPoint des heures, ça n'empêchera pas des jeunes d'aller regarder des vidéos ou lire les articles de l'État islamique et dire « mais moi j'y crois, ce qu'ils disent c'est vrai, et j'ai envie d'aller militer pour eux ». Et puis ils vont pas trop se soucier de mon livre et de ma présentation PowerPoint. Donc c'est pour ça qu'il faut... Je parle de cela, mais je pense que l'enjeu, en fait, il est au niveau des pouvoirs publics. Il est même plus au niveau de l'université, si on est franc aujourd'hui. Il faut que ce que je dis aujourd'hui dans cette présentation fasse son entrée dans le discours, dans le débat. C'est déjà un peu le cas aux États-Unis, où les anciens d'État islamique, ceux qui ont fait défection, par exemple, passent à la télé pour dire voilà, on m'avait promis ça, on m'avait dit ça, et voilà ce que j'ai trouvé. Bon, mais c'est pas encore suffisant. Donc il faudra une mise à niveau, je pense, de toute façon dans le temps long, surtout si on s'inscrit sur des dynamiques durables, et ce qui va sans doute être le cas. Les dernières études sur le djihadisme montrent que cet énoncé djihadiste militant va encore faire des émules et va encore pénétrer davantage nos sociétés. Donc on n'est pas sur du court terme. C'est pas parce que l'État islamique perd Mossoul demain qu'on en a fini. Voilà, donc c'était un peu bon. Enfin, vous lirez, mais j'espère surtout aussi que les personnes chargées des programmes en France, etc., auront l'occasion d'y jeter un coup d'œil et qu'on pourra s'inspirer aussi d'autres expériences très intéressantes. Je parlais des États-Unis. Les États-Unis sont en train de mettre à niveau leur politique en la matière. On mobilise un certain nombre d'experts, d'universitaires. On crée des consortiums de recherche autour de ces questions. Ils se sont saisis vraiment de la question. Je pense qu'on devrait en faire autant et encore aller plus vers la pluridisciplinarité, les partages d'expériences, de connaissances entre différentes sphères. Voilà. Désolée, j'étais un peu longue. Merci et je prendrai vos questions avec plaisir. Il y a une dimension, il me semble, dont vous n'avez pas parlé, c'est toute la culture du martyr. Parce qu'en fait, dans le contexte occidental, la plupart de ces actions conduisent en général à l'élimination de celui qui les a commises. Et donc il y a toute une mythologie là aussi sur... enfin, est-ce qu'elle figure dans la propagande aussi, sur le fait qu'un combattant tué au combat, finalement, il est promis à une destinée très glorieuse, quoi. Et je pense que ça, c'est important aussi dans l'appréciation d'un rapport de force. C'est-à-dire le fait que finalement,
on n'a pas besoin de se préoccuper de l'efficacité de ce qu'on fait. Il faut faire quelque chose. On sait qu'on va périr dans l'histoire parce que la disproportion est considérable, mais on le fait quand même, quoi. Alors, j'en parle. J'ai 2 chapitres notamment. Donc, un sur l'immanence et la transcendance. Donc, l'opposition qui est faite entre les deux, le rejet de la vie ici-bas pour l'au-delà, parce que ça fait aussi partie de la manière dont ils ordonnancent leur vision du monde. Et la vie et la mort. Alors, la puissance, leur force. Je vous renvoie d'ailleurs au dernier ouvrage d'Olivier Roy, Le djihad et la mort, qui traite de cela. L'une des armes, mais enfin Baudrillard en a aussi parlé à l'époque des attentats du 11 septembre. L'une des forces, l'arme fatale du terroriste, c'est sa propre mort. Et les djihadistes disent quoi ? L'État islamique, en tout cas, dit quoi ? Mais ça, c'était déjà ce que disait Ben Laden, justement. Nous aimons autant la mort que vous aimez la vie. Donc, l'acceptation et la recherche de sa propre mort par le djihadiste, de toute façon, en fait un être, évidemment éminemment dangereux, mais c'est son arme fatale. Face à des sociétés, nos sociétés, où la mort est un tabou, où la mort est rejetée, où la mort est crainte. Voilà. C'est évidemment... Alors moi, je discute sur la question du martyr. Est-ce qu'on est vraiment sur la définition traditionnelle du martyr ? Est-ce qu'on peut parler de martyr ? Parce qu'eux se présentent comme martyrs, mais moi, j'aborde quand même les questions de suicide, les questions de mort, la manière dont tout cela aussi est abordé dans l'islam. Parce qu'il y a quand même si vous voulez, il y a leur représentation d'eux-mêmes et puis il y a ce qu'ils font. Il y a quand même, si vous voulez, la mort. La mort n'est pas un sujet simple dans l'islam. Infliger la mort à autrui n'est pas un sujet simple non plus. Les justifications qu'ils donnent sont réfutées. Et encore une fois, je ne suis pas théologienne, d'autres le font mieux que moi. J'en parle tout de même. Mais il faut bien comprendre que leur force, elle est là. La renonciation à soi-même et à la vie fait d'une personne... eh bien oui, une arme fatale. Mais ça, c'est Jean Baudrillard qui le disait après les attentats du 11 septembre. Malheureusement. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a eu cette généralisation des attentats suicides sur la période récente. Leur meilleure manière de répondre, pour eux, selon eux, aux attaques contre leur position, contre le dit califat, leur réponse, c'est les attentats suicides. Il y en a tous les jours. Et puis, évidemment, avec les pertes humaines qu'on connaît, l'ultra-violence de l'action kamikaze, c'est aussi une manière de montrer leur extrême détermination. Et du point de vue du militant, il est convaincu d'aller au paradis. N'oubliez pas cela, c'est la promesse du paradis. Ça, j'en parle aussi, paradis, enfer. Donc, avec toute l'idée, concernant l'enfer, que nous y serions déjà. Ils vont forcément aller au paradis puisque tout ce qui est ici-bas, c'est plus ou moins déjà l'enfer. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que, vous verrez, j'en discute... c'est un ouvrage qui devait rester accessible au plus grand nombre, donc je ne suis pas partie dans des développements théologiques, qui ne relèvent pas de ma compétence étant politiste, 2, qui sont abordés par d'autres de manière beaucoup plus longue et dans le détail. Mais il y a un point important, il n'y a aucune promesse faite aux croyants dans l'islam d'aller nécessairement automatiquement au paradis. Donc, par exemple, quand ils promettent à leurs militants que la récompense sera le paradis, ils ne sont pas du tout en position de promettre ce que seul Dieu peut accorder. Alors évidemment, quand on leur dit ça, ils n'aiment pas du tout, vous imaginez. Mais ça, c'est les dévoiements de l'idéologie djihadiste. Mais ça, c'est aussi important pour moi à dire. Pourquoi ? Parce que on est tellement dans des polarisations, comme je l'ai dit, qu'aujourd'hui, on tend à assimiler l'idéologie djihadiste à l'islam. L'objet de ce livre, c'est aussi bien de distinguer ce qui est une idéologie de l'islam, dans toute sa diversité. Parce que c'est pareil. Quand je parlais d'orientalisme, leur représentation de l'islam comme leur vision unique, leur bloc idéologique, c'est de l'orientalisme déjà. Ça, quand on connaît la diversité du monde musulman, de l'islam,
Quand je parle de diversité, c'est pas la diversité du message, mais la diversité du réel attaché à cette religion. Tout cela est nié. Pour eux, c'est vraiment, encore une fois, la vision d'un islam qui est complètement falsifié, caricaturé, et donc qui fait le jeu, je suis désolée, de l'islamophobie. Ce sont les premières cautions de l'islamophobie. Moi, je pense qu'ils renvoient une vision des musulmans et de l'islam qui participe directement de la construction de l'islamophobie, de la progression de l'islamophobie. Et c'est stratégique, évidemment, pour eux, puisque ce sont des militants. Donc, de toute façon, c'est stratégique. Faire qu'en face, le musulman est diabolisé du fait de leurs actions et que ça peut leur permettre de recruter davantage et d'acquérir beaucoup plus de soutien, c'est leur but. C'est bien pour ça que je dis que ce sont des militants, des idéologues, ce ne sont pas des fous, ce ne sont pas des gens irrationnels. C'est trop facile d'évacuer le contenu idéologique et je peux vous assurer que pour les avoir lus pendant un certain temps, c'est tout sauf des idiots. Ils ont leur vision du monde, mais c'est tout sauf des idiots. Donc là, quand on va après, parce que moi actuellement, je vis en Irlande, bon, je suis un peu ce qui se passe en France, mais si vous voulez, après, quand je vois des grandes déclarations sur les plateaux, on va réformer l'islam ou non, mais de toute façon, la Wesh Boulel danser la salsa avait 50 maîtresses, c'est ça la réponse. Moi, là, ça va, on a un peu dépassé ça. Mais il y a eu une époque où tout de même, je trouvais que le niveau, on est beaucoup aussi tombé nous-mêmes dans l'émotion au détriment d'approches qui soient un peu plus intelligentes, un peu plus posées. Parce que qu'importe, j'ai envie de dire, le profil des militants, ce qui compte, c'est en fait ce qu'on leur propose, ce qu'on leur dit. Si vous regardez, il n'y en a pas un qui a un profil exactement comme l'autre. Donc c'est bien qu'on a un problème à ce niveau-là, qu'on a des individus exposés à un récit du monde auquel ils vont adhérer indépendamment de ce qui a été leur vie auparavant. D'où le fait que je ne m'oppose pas, si vous voulez, je suis ces débats, je suis pas dans une position de rejet, mais par exemple sur la radicalisation, où citons-tu le radical ? Où se situe le radical ? Où se situe la radicalisation ? Est-ce que c'est radicalisation des individus avant l'exposition ? Alors, où ça ? Comment ? Pourquoi ? Quelle est la rencontre à partir de ce substrat sociologique, culturel, identitaire avec cet énoncé ? Bon, tout cela est en dialogue. Il n'y a pas simplement une explication au problème. Mais je crois qu'encore une fois, ça reste trop marginal dans les études françaises. Je dis ça parce que évoluant en Irlande dans un milieu plus anglo-saxon, je vois comment c'est traité ailleurs et on n'a pas fait assez de travail sur cette question en France. Bonjour et merci. Vous dites qu'il va falloir combattre les idées de la propagande djihadiste, mais comment on peut répondre à ces idées qui dit vous avez tué des gens, ce sont des innocents, et quand vous avez tué des gens chez vous, c'est des dommages collatéraux, et quand nous on tue, ce sont des innocents. Comment on peut répondre à ce genre d'argument-là ? Parce que tout dépend vraiment du point de vue de là où on se trouve. Effectivement, quand on prend les chiffres, le monde occidental a plus tué en Afghanistan, en Irak ou ailleurs, alors que les djihadistes ont tué 3000 en 2001. Plus quelques centaines, reste une vie est une vie, c'est toujours très important. Néanmoins, quand on regarde les chiffres, comment on peut répondre à cet argument-là ? Alors, ce qui est évident, c'est que de toute façon, tant qu'on sera dans des logiques, il ne faut pas se leurrer, de guerre dans ces pays, de dommages collatéraux, de destruction, tous azimuts, de représailles, tous azimuts, ce récit radical va évidemment trouver des adhérents, des sympathisants. Qu'importe si la coalition essaie d'expliquer pourquoi il y a eu 200 morts parmi les civils, parce qu'il y a eu une erreur au niveau, je ne sais pas de quel décisionnaire du Pentagone, évidemment que ça a très peu d'impact sur le terrain. Quand on a 200 civils qui sont tués dans une frappe aérienne
et si vous voulez, ont perdu leur famille, leurs enfants, leurs proches, etc., qu'on aille leur expliquer que le pilote qui a fait l'erreur de frappe avait reçu la mauvaise consigne, c'est généralement d'ailleurs ça, hein, mais qu'on leur explique à des gens qui sont victimes, effectivement, ça ne va pas beaucoup leur parler. Donc il ne faut pas se leurrer, tant qu'il y en aura des logiques d'ultra-violence comme c'est le cas aujourd'hui, ce récit djihadiste va maintenir sur le terrain son attrait. D'ailleurs, c'est comme cela qu'ils ont recruté un certain nombre de jeunes hommes, de jeunes combattants en Syrie, en Irak, en transformant ce qui était des phénomènes protestataires en lutte globale, hein, en disant mais de toute façon, alors ils transforment les perceptions si vous voulez, parce qu'en fait quand je disais qu'ils vendent que c'est une lutte de l'islam contre une croisade, en proposant cet énoncé à leurs militants, à leurs recrues, c'est une façon de transformer leur vision déjà, hein, de la lutte, du monde. Donc il y a quand même ça au niveau du terrain, ça, on le sait. Il y a toute une logique d'endoctrinement, de futures générations qui vont être acquises à cette vision. Et évidemment, la poursuite de la guerre ne va faire qu'approfondir cette vision. Alors maintenant, ça ne veut pas dire, si vous voulez, que tout est perdu, parce que cela étant... je pense que vous parliez les morts contre morts. La loi du talion, la question de la loi du talion, elle est centrale. Hein. Il y a vraiment cette idée de... la loi du talion, elle est là. Hein. D'ailleurs, quand ils ont arrêté là, j'écris un article sur la question. Quand ils ont arrêté les deux sympathisants de l'État islamique à Marseille récemment, il y avait apparemment un écrit qui disait c'est la loi du talion. Vous avez tué, on va tuer. Hein. Ça, c'est clair. On ne peut pas nier. Hein. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Hein. Ils ont l'impression de venir venger. Hein. De venger les morts ailleurs. Bon. Mais ça, c'est quand même une construction. Ils vengent qui ? Ils vengent quoi ? Au nom de quoi ? Selon quels arguments ? On est dans des surenchères. Mais cette revanche, cet esprit revanchard, il est présent chez nous aussi, entre guillemets, chez nos gouvernants. Hein. Je veux dire, la guerre en Afghanistan, l'invasion de l'Afghanistan, de l'Irak, c'est une revanche de l'Amérique. Qui était elle aussi très idéologique, parce que en quoi envahir l'Afghanistan et l'Irak et aller faire la guerre à ces deux pays, venger les victimes du 11 septembre, en quoi les peuples afghans et irakiens avaient quoi que ce soit à voir avec quelques pirates de l'air qui avaient individuellement décidé d'aller s'attaquer à l'Amérique. Je vous ai parlé de polarisation. D'un seul coup, les musulmans sont devenus les complices collectivement d'un groupe de pirates de l'air. De la même manière que, indirectement, nous devenons finalement les victimes légitimes de décisions que nous n'avons pas prises ou de guerres que nous n'avons pas livrées. Donc on est dans un moment de grande polarisation. Voilà. Bon. Moi, l'idée, si vous voulez, je vais pas... de toute façon, malheureusement, il faut être clair, je ne vais pas refaire l'histoire, nous n'allons pas... Il faudra du temps. Hein. Et ce que cette période que nous vivons va laisser derrière elle, à mon avis, sera très très dur à effacer. Et ces sociétés, en tout cas au Moyen-Orient, vont être très difficiles à reconstruire quand on a des générations entières qui ont été élevées dans la violence. Je vous donne un exemple. Je lisais un article récemment d'un jeune militant irakien de l'État islamique qui a été arrêté par les forces irakiennes, qui a violé je ne sais pas combien de jeunes femmes. Et quand on lui a demandé mais tu te rends compte de ce que tu as fait ? Il a répondu mais non, mais de toute façon, les jeunes hommes, on a besoin de ça, c'est tout à fait normal. Voilà. Alors, ça peut choquer, oui, évidemment, c'est choquant. Les gens vont dire mais comment ? Mais alors, ce jeune, il a même pas la vingtaine, ce qui signifie qu'il a grandi pendant la guerre d'Irak, que toute sa vie, c'est la guerre, la violence, les tortures, les attentats. Quelles sont les références de ces gens ? Quel est le rapport à la violence de gens qui n'ont connu que la violence ? Force est de constater que nous sommes choqués parce que nous ne sommes pas dans une société où la violence est banalisée, mais cette même violence l'est dans la région. Donc ce qui nous semble très choquant ne l'est pas pour des jeunes qui n'ont connu que cela. Et là, c'est pas, si vous voulez, un incident. C'est les jeunes Irakiens qui ont passé leur enfance, leur adolescence sous l'occupation américaine, donc qui ont grandi dans les années 2000, et aujourd'hui qu'on retrouve pour certains dans les rangs de l'État islamique, ce sont des jeunes qui n'ont connu que la violence extrême. Donc qui n'ont plus de rapport au réel, aux valeurs,
qui ne sont même pas vraiment socialisés. L'islam, ils le connaissent pas forcément. Ils ont rejeté les générations passées, ils rejettent les savants, ils ont leur version, si vous voulez, revancharde. Des choses, de leur identité, de leur culture, c'est la revanche. Je pense qu'on est dans une forme d'aveuglement revanchard qui fait qu'on ne distingue plus qui est qui. Allez leur dire, mais attendez, le musulman que vous avez tué aussi au Bataclan, qu'est-ce qui vous dit que c'était un apostat ou un mécréant Non. On ne s'embarrasse pas de ces catégories ou de ces questions. C'est blanc et noir. Pas de zone, comme je vous l'ai dit, de zone intermédiaire. On est dans des logiques vraiment où on classifie et ça justifie évidemment le pire. De part et d'autre, d'ailleurs. De part et d'autre. Parce qu'évidemment, sur la question des victimes civiles, il faut se poser des questions. Et vous inquiétez pas, on s'en pose jusque parmi les soldats, jusque dans les rangs de l'armée américaine. Est-ce que tuer un djihadiste, ça vraiment mérite de tuer 200 personnes, 200 civils qui par ailleurs n'ont rien à voir avec cette idéologie? Il y a quand même des débats. C'est pas, si vous voulez, surtout quand ça fait la une de la presse entière. Bon. Je vous remercie pour votre présentation que j'ai trouvée vraiment intéressante à travers ce jeu de polarité dans l'idéologie djihadiste. Alors, justement, dans votre présentation, j'entends présenter une idéologie qui a pu se développer presque indépendamment ou même en contradiction avec l'islam. Et en même temps, on observe un islam aussi qui se radicalise. Et j'aimerais avoir votre point de vue sur les liens entre cet islam qu'on voit se radicaliser, et puis l'idéologie djihadiste comme elle se met en place, quoi. Alors, je ne pense pas que c'est l'islam qui se radicalise, parce que l'islam est je crois qu'il faut vraiment maintenant mieux faire établir des distinctions un peu plus claires entre les sphères. L'islam, c'est une religion, un texte sacré, un texte révélé, donc qui n'a pas engendré pendant des siècles ce à quoi on assiste aujourd'hui. En tout cas, si vous voulez la décapitation généralisée, je suis désolée, c'était pas la pratique traditionnelle du califat. Donc c'est bien pour ça que je dis que c'est bien gentil. Et c'est pas pour me voiler la face, parce qu'après, là aussi, qu'est-ce qu'on a eu comme thèse en France? Non, alors, de toute façon, ça n'a rien à voir avec l'islam. Voilà, donc ce serait une forme finalement, de repoussoir ou d'argument. Alors aussi, on attribue ça à la gauche, qui finalement excuse, qui ne veut rien voir du réel, des racines religieuses du problème. Mais ça aussi, c'est pas un argument qui tient, parce que si c'était un problème foncièrement lié à l'islam, pourquoi ce même islam n'a pas généré cela avant? Excusez-moi, j'entends des alors moi, je suis que quand ils vont à la mosquée, ils entendent parfois des discours qui évoluent. Laissez-moi vous répondre. Mais laissez-moi vous répondre. J'ai ma fille qui veut porter le voile. Mais laissez-moi vous répondre. Donc on voit bien une évolution. Je dis pas que l'islam. Je pense que justement, c'est pas, si vous voulez, je crois que c'est une évolution liée à un contexte, comme je l'ai dit, donc historique, sociopolitique, culturel, beaucoup plus large d'ailleurs, qui n'est pas, comme je l'ai dit dans ma présentation, cantonné aux sociétés musulmanes, mais qui doit nous interroger sur notre temps, qui est un temps très radical. C'est bien pour ça que vous verrez dans le livre, je parle des travaux, par exemple, d'Anthony Giddens, du sociologue britannique Anthony Giddens, de Zygmunt Bauman sur la modernité liquide, la recherche aujourd'hui par les individus de solides dans leur définition d'eux-mêmes, etc. C'est valable pour les djihadistes, c'est valable pour d'autres groupes dans le monde. Je pense simplement, si vous voulez, je n'ai pas une réponse, il n'y a pas un paradigme. Je pense simplement que l'argument qui consiste à dire c'est la faute de l'islam, c'est trop simple. Je crois, comme je l'ai dit, qu'il y a... Non, je vous réponds, mais je ne vais pas vous répondre comme vous voulez que je réponde. Je suis désolée. En termes de faute, hein. Non, mais il y a quand même, je suis désolée, je pense qu'il y a un glissement quand on pense trouver dans l'islam, donc dans le texte révélé, les raisons d'action ou d'une idéologie d'un groupe donné qui, par ailleurs, est minoritaire parmi les musulmans. Je répète quand même, ça c'est très important, je suis désolée, que la majorité des musulmans dans le monde rejettent l'État islamique, que beaucoup de voix
qui sont autrement plus cultivés sur l'islam parmi les savants musulmans, etc., ont développé. Moi, j'ai eu accès à ça en travaillant sur ce livre parce que je suis politiste, hein, je suis pas islamologue directement, mais enfin, j'ai quand même, pour travailler sur ce livre, passé beaucoup de temps à lire les réfutations proposées par certains théologiens. Donc, je me suis intéressée au dialogue religieux, donc au sein des milieux musulmans. Il y a des choses très intéressantes qui sont faites. Il y a des contre-arguments opposés par des autorités religieuses musulmanes qui sont très intéressants, qu'on n'entend pas. Je ne sais pas pourquoi, enfin parce que c'est confiné à un certain milieu, mais qu'on n'entend pas. Moi, je pense aussi qu'il y a un problème de vision, là, notamment, j'ai parlé du traitement médiatique. On ne voit pas forcément tout dans les médias, tout ce qui se fait. On n'a pas forcément accès à tous les débats entre tous les acteurs. Je pense qu'on a tendance, quand vous parliez du voile, je suis désolée, je ne vois pas en quoi une jeune fille voilée s'assimile à l'État islamique. C'est trop simple de dire que, voilà, alors forcément, donc, porter le voile signifie qu'on va rejoindre un groupe djihadiste. Ça fait quand même très longtemps que des femmes musulmanes ou d'autres portent le voile, ce qui n'a pas supposé... C'est pas... Non, mais voyez, attendez, moi, je ne suis pas militante, donc je suis pas militante. Je dis simplement que c'est trop simple de faire des points de passage entre des profils d'individus et une idéologie, d'autant qu'on a vu des jeunes filles qui n'avaient strictement rien à voir sur le plan familial, culturel avec l'islam et qui ont, elles, décidé, pour d'autres raisons, de rejoindre l'État islamique. Et qui n'avaient pas forcément une connaissance religieuse, voire pas du tout de connaissance religieuse, qui n'avaient pas de racines musulmanes, donc qui n'avaient pas grandi dans un environnement familial, social musulman, et qui décidaient d'aller rejoindre leur amoureux au Cham. Donc, je ne dis pas que c'est le cas de toutes, mais on a tellement de diversité de profils qu'on ne peut pas même réduire ce phénomène État islamique à l'islam. C'est tout ce que je dis. Je pense que ça va au-delà. Alors évidemment, certains vont dire non, c'est propre à l'islam, c'est une question purement musulmane qu'on doit isoler. Je ne suis pas d'accord avec cette approche. Pourquoi je vais vous dire ? Parce que ce ne sont pas des gens qui vivent en dehors du temps, en dehors du monde. Ils ne sont pas dans une bulle nommée califat. Ils sont au contraire, ils font partie d'un moment historique qui a en partie accouché d'eux et de ce qu'ils sont. Donc moi, je pense qu'il faut maintenant un peu, si vous voulez, sortir du trop, parce que ça n'aide pas. Hein, vous voyez, je veux dire, je ne crois pas que ça aide. Et quand je parlais du traitement médiatique fait de ces questions, ça n'a pas aidé non plus à essayer d'apaiser. Vous parliez de la violence, ça n'aide pas. Hein. On a quand même besoin d'apaisement aussi des esprits pour pouvoir travailler en profondeur sur ces questions-là. Hein. Notamment la prévention, faire en sorte que les jeunes cessent d'être embrigadés, absorbés, happés par ce discours. Alors, encore une fois, c'est des pistes. On est sur des enjeux de long terme. Hein. Je ne vais pas vous donner de réponses toutes faites, mais je crois que stigmatiser, là, au moment surtout actuellement de renouveau qu'on va essayer je pense, en tout cas, ce que certains vont essayer d'insuffler en France, je ne crois pas que continuer perpétuellement à avoir des discours stigmatisants sur les uns ou les autres, ça va forcément aider. Hein. C'est mon opinion. On va prendre une dernière question pour la fin de la séance. Merci. En fait, je vois dans votre parcours que vous dirigez les études sur le paix et le développement. Et dans cette région, j'ai l'impression toujours qu'il y a un écart entre l'État et les États de ces pays-là et le peuple, la population, qui se sont complètement oubliés par l'État. Ils ne sont pas vraiment en lien avec tout l'appareil étatique, en fait. Et notamment qu'ils se sont dans une région où il y a beaucoup de richesses, mais ils ne bénéficient pas vraiment de ces richesses, donc il y a beaucoup de jeunes qui commencent à vraiment partir vers des autres modèles qui peut-être pour eux le promettent vraiment la richesse, la vie plus indépendante. Et donc je souhaite savoir qu'est-ce que vous pensez de ce point-là et quelle politique de développement, parce qu'à mon avis, il y a quelque chose à faire en termes de politique de développement internationale qui peut vraiment contenir la région, qui peut vraiment aider à stabiliser la région, mais on n'arrive pas à le faire. Ça, c'est d'une part. D'autre part, que
on est toujours dans une région que les gens, ils ont cette vision qu'il y aura quelqu'un, soit un calife ou un zaïm, comme par exemple tous les mouvements qui se produisaient avant, qui pour eux, c'est seulement une seule personne qui va nous réunir, qui va nous libérer. Et je souhaite aussi savoir qu'est-ce que vous pensez de cette vision, que les gens se sentent vraiment en attente de quelqu'un qui va les faire sortir, se libérer en général de cette région de guerre et de pauvreté. Voilà. Alors ça, c'est des aspects que j'aborde, par exemple sur la question de la justice, la promesse de justice qui a été faite, qui a permis aux djihadistes de conquérir Mossoul, par exemple, et d'autres territoires. La question de l'État aussi. Hein. Oui, évidemment. Hein. Je veux dire, l'État islamique, c'est aussi... Ça a été pour beaucoup une promesse d'État, là où il n'y en avait plus. Hein. Et finalement aussi, évidemment, avec l'aspect générationnel que vous mentionnez, le divorce, ou le fait que certains trouvent dans le djihadisme l'idéologie ou les ressources... symbolique qu'ils ne trouvent plus ailleurs, dans un moment d'extinction d'autres grandes idéologies qu'on a connues dans le monde arabe, notamment dans le monde musulman, et puis qui aujourd'hui sont en déshérence, voire qui ont disparu. Mais ça va au-delà, hein, parce que bon, certains vont considérer, par exemple, ce qui est partiellement mon cas, que le panislamisme porté par l'État islamique se substitue en quelque sorte au panarabisme, hein, d'autres générations de militants. Bon. En partie. Mais dans un moment historique global où on ne fonctionne plus par ère culturelle déterminée, où ces jeunes sont connectés sur Internet au même titre que vous l'êtes, donc connectés au tout global. L'État islamique devient une idéologie de marché, hein, si vous voulez, hein, libérale, enfin devient l'idéologie de l'anti-global. De l'antilibéralisme global, si vous voulez, en quelque sorte. C'est bien pour ça que ça parle à autant de gens au-delà des milieux musulmans traditionnels. Voire même, pour être un peu provocatrice, ce projet va même souvent parler beaucoup plus à des gens qui n'ont justement aucune attache, ou très peu d'attache religieuse ou justement traditionnelle. Parce que, quoi qu'on en dise, l'attache traditionnelle fait que vous êtes tout de même un peu structuré, y compris sur le plan religieux, suffisamment pour avoir un esprit critique sur ce qu'on va vous dire, ce qui n'est pas le cas forcément des jeunes qui partent. Et là, on voit qu'il y a des structurations, qu'il y a vraiment recherche d'autre chose, et le radical est là, du tout autre chose. Mais sans les caricaturer, parce qu'encore une fois, il y a des idéologues et des architectes intellectuels très, très, très brillants. Mais on a quand même aussi un certain nombre de jeunes de beaucoup de milieux différents qui ont décidé d'aller militer dans ce groupe parce que c'était le groupe par excellence qui permettait d'exprimer une contestation, quelle qu'elle soit. C'est bien pour ça aussi que je dis qu'il n'y a pas une réponse et que s'attacher aux individus, au profil, vouloir aller décortiquer la vie des gens pour trouver ce qu'il y a eu dans leur vie antérieure qui a fait que ils auraient rejoint le groupe État islamique. Je pense que c'est un exercice qui est perdu d'avance. Pourquoi ? Parce que c'est bien du fait de l'existence de l'État islamique aussi, et de ce discours, qu'il y a eu basculement. Il n'y a pas de fatalité. Si vous voulez, ça c'est pareil. Dans ce qui m'a gêné dans les discours en France, c'est le déterminisme qui a pesé sur beaucoup de débats. Qu'on parle de l'islam sur le plan religieux, qu'on parle des banlieues, donc ce seraient des délinquants, tous, où il y aurait une forme de fatalité dans la délinquance à passer vers l'État islamique. On parle beaucoup de l'univers carcéral. Bon, là, l'univers carcéral, c'est une autre problématique. On a beaucoup parlé enfin, il y a eu un tas de propositions, mais le fait est que vous pouvez venir de tous ces horizons et ne pas forcément adhérer. Donc, il n'y a pas une réponse, il n'y a pas un individu comme l'autre. Mais dès le moment où on essaie de s'intéresser quand même à ça, donc à ce qui s'est proposé à ces gens, on peut faire un travail, je pense, qui ne va pas régler l'ensemble parce que les guerres continuent, faisant dans leur cortège énormément de morts. Les attentats, malheureusement, sont et vont rester pour très longtemps une menace qui va peser sur nous, en Europe, dans les sociétés donc directement liées à ces conflits, proches de ces conflits.
Mais on ne peut pas simplement après se contenter de dire on fait rien, parce que quoi qu'on en dise, ils ont fait beaucoup de mal aux gens sur le terrain aussi. Ceux-là même à qui ils avaient promis le califat, une fin, un arrêt des violences et la prospérité, la paix, ils ont vécu l'horreur, l'enfer. Donc si vous voulez, on ne peut pas non plus se contenter de réponses simples à ces questions. Et je crois que malgré tout, il faut quand même maintenant vraiment s'attacher à des vraies politiques publiques. Mais pas seulement chez nous, d'ailleurs, en France ou dans d'autres pays européens, à l'échelle de la région. Tout est à reconstruire dans certains territoires, mais au-delà de ça, comment aussi faire en sorte, au-delà de la reconstruction matérielle, comment faire en sorte que les jeunes Irakiens, les jeunes Syriens, qui n'ont trouvé que dans l'État islamique leur forme de salut, enfin ce qu'ils ont considéré, comment leur redonner espoir, leur reproposer aussi autre chose. Et ça c'est le devoir des États, des gouvernements. Malheureusement, oui, comme vous le disiez, on n'a pas l'impression qu'on en sort. Au contraire, on a parfois l'impression que le divorce se creuse encore plus. Et pas seulement d'ailleurs simplement entre certaines strates de la société et le pouvoir. Je pense que la jeunesse dans son ensemble aujourd'hui a un problème, ne se sent pas forcément représentée par ces élites, quels que soient les jeunes en question, et pas seulement ceux qui vont militer dans les groupes armés, les groupes militants violents. C'est le cas de la gauche, des gauches. Il y a un gros problème avec les gauches. Ça, c'est pas mon travail directement, mais oui, il y a un état de divorce, de rupture qui, tant qu'il ne sera pas résorbé, parce qu'il ne correspond pas à la réalité. Tout simplement. Vouloir museler une jeune société civile de jeunes qui sont sur Internet, qui sont sur Facebook, qui communiquent avec le reste du monde et qui voient ça, prétendre qu'on va pouvoir museler comme on le faisait à l'époque où, il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'est complètement aberrant et ça ne correspond pas au réel. Mais là encore, malheureusement, on n'a pas l'impression qu'on en voit la fin. Merci beaucoup Myriam Benrad, merci à tous. Et la prochaine session de l'Université populaire sera le 17 juin à la Maison des Métallos pour parler de la Palestine.